C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un nom que je pense tout le monde a déjà entendu, BlackRock. Mais au fond, qui comprend vraiment ce qui se cache derrière? C'est toute la question. On entend des chiffres, des polémiques, mais la mécanique interne reste souvent floue. Et les chiffres sont vertigineux. Pour donner une idée, fin 2025, l'entreprise gérait près de 14 000 milliards de dollars. 14 000 milliards. C'est un chiffre qui devient presque abstrait tellement il est énorme. Exactement. Et ce qui nous intéresse, c'est pas juste le montant. BlackRock, c'est bien plus que le plus grand gérant d'actifs du monde. On parle d'une puissance technologique, d'un conseiller pour les banques centrales, pour les États, et aussi d'une cible quasi permanente de controverses. Tout à fait. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu de démonter le moteur pour voir comment il fonctionne. On va donc remonter à l'histoire de son fondateur, on va parler de la technologie qui est au cœur de tout ça, et bien sûr, des débats très vifs que leur influence suscite, notamment ici en Europe. Parfait. Et pour comprendre, il faut commencer par l'homme derrière la machine, Larry Fink. Et on est très très loin du cliché du financier né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ah non, pas du tout. Il est né en 1952 à Los Angeles. Son père tenait un magasin de chaussures et sa mère était professeure d'anglais. Un milieu plutôt modeste. Oui. Il arrive à Wall Street chez First Boston. Et là, il devient très vite une sorte de prodige, une star. C'est lui qui a développé le marché des mortgage-backed securities, les fameux MBS. Il a été un vrai pionnier sur ce segment. Il a créé un marché qui allait devenir gigantesque. Il était vraiment au sommet. Mais c'est souvent quand on est au sommet que la chute est la plus dure. C'est exactement ce qui s'est passé. Un événement très précis va tout changer pour lui et définir l'ADN de BlackRock. On y vient. On est en 1986. Son département, qui était une vraie machine à cash pour la banque, perd 100 millions de dollars. 100 millions, en un seul trimestre. Une somme colossale pour l'époque. Et la cause, une simple mauvaise prévision sur les taux d'intérêt. L'échec est public, il est humiliant. Du jour au lendemain, le petit génie de Wall Street devient un quasi-paria. Et c'est là que tout bascule. C'est la pierre angulaire de BlackRock. Pour Fink, c'est plus qu'un échec, c'est un traumatisme professionnel. Il en tire une leçon fondamentale, presque viscérale. Anticiper les gains, c'est bien, mais comprendre et maîtriser le risque, c'est vital. Ne plus jamais être pris au dépourvu. C'est ça. Il se jure de ne plus jamais subir un risque qu'il n'aurait pas pu modéliser. Et quand il fonde BlackRock en 1988, avec 7 associés, c'est avec cette obsession. La gestion du risque avant tout. C'est fou de se dire que l'une des entreprises les plus puissantes du monde est née d'une très mauvaise journée au bureau dans les années 80. C'est exactement ça. Et cette obsession ne les a jamais quittés. Mais alors comment on passe de cette start-up un peu paranoïaque sur le risque au monstre qu'on connaît aujourd'hui? Paradoxalement, ce sont les crises qui vont être leur meilleur carburant. Et surtout, la grande crise financière de 2008. Le monde s'effondre, les banques sont pleines d'actifs toxiques, que plus personne ne comprend. Et le gouvernement américain a besoin d'un expert, d'un plombier, comme vous disiez, pour nettoyer tout ça. Et ils appellent Larry Fink et BlackRock. La Réserve fédérale, le Trésor, tout le monde se tourne vers eux. Sans même un appel d'offres, on leur demande d'analyser les portefeuilles pourris de Bear Stearns, puis de l'assureur AIG. Ils deviennent les médecins légistes de Wall Street, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Les seuls adultes dans la pièce. Et cette réputation va leur coller à la peau. Et ça se répète. En 2020, pendant la crise du Covid, rebelote. Exactement. C'est encore BlackRock que la Fed choisit pour piloter son programme de rachat de dettes d'entreprise. À chaque crise, leur image se renforce et j'imagine que les clients affluent. Tout à fait. Mais leur croissance ne vient pas que de ça. Il y a eu un coup de génie stratégique, en plein milieu de la panique de 2009. Ah oui? Alors que tout le monde vend et a peur, BlackRock fait le pari inverse. Il rachète Barclays Global Investors, BGI, pour 13,5 milliards de dollars. Attendez, en pleine tempête, ils sortent le carnet de chèques pour la plus grosse acquisition de leur histoire. C'était un pari fou. Il devait y avoir une raison. C'était pas juste pour grossir, j'imagine. Non, c'était pour mettre la main sur le joyau de BGI, la plateforme iShares. iShares, les leaders mondiaux des ETF, c'est ça? Précisément, les Exchange Traded Funds. Ces produits d'investissement très simples qui répliquent un indice, comme le CAC 40, avec des frais très bas. Et ça allait tout changer? Tout compris avant les autres que ça allait démocratiser l'investissement.
Et les ETF sont devenus leur principal moteur de croissance. D'accord. Donc, réputation de sagesse en temps de crise, plus le boom des ETF, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore parlé du vrai secret, de leur avantage concurrentiel absolu. Un truc technologique, non? Qui a un nom. Aladdin? Voilà, Aladdin. Oui, Aladdin est absolument central. C'est l'acronyme de Asset, Liability, Debt and Derivatives Investment Network. C'est bien plus qu'un logiciel, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est une plateforme intégrée, une sorte de système nerveux central qui connecte tout le monde chez BlackRock. Mais pas que chez eux. C'est ça qui est fascinant. La technologie chez eux, c'est pas un centre de coût, une fonction support. Non, c'est un centre de profit. Ils ne gardent pas Aladdin pour eux, ils le louent. Exactement. Mais à leurs concurrents, pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt? C'est une excellente question. La réponse est double. D'abord, c'est une source de revenus énorme et très stable. D'accord. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, en faisant d'Aladdin le standard de l'industrie, ils créent un écosystème dont ils sont le centre. Ils voient tout ce qui se passe. Ils ont une vue inégalée sur les flux de capitaux, les risques, partout. La plateforme supervise des dizaines de milliards de dollars, bien au-delà de ce que BlackRock gère. Elle peut simuler l'impact de n'importe quel choc. Aladdin, c'est la matérialisation de l'obsession de Fink de 1986. Ne plus jamais être surpris par le risque. On comprend mieux comment une telle concentration de pouvoir et de technologie peut nourrir les fantasmes. On entend souvent le terme « gouvernement de l'ombre ». C'est un raccourci, mais ça traduit une inquiétude. En France, on l'a vu très concrètement pendant les débats sur la réforme des retraites. BlackRock est devenu l'épouvantail absolu. Accusés de vouloir nous imposer la retraite par capitalisation. Leur siège parisien a même été envahi par des manifestants. C'est un cas d'école. Et il est important de rappeler leur ligne de défense. C'est-à-dire? Les 14 000 milliards de dollars, ce n'est pas leur argent. C'est l'argent des retraites des fonctionnaires de Californie, l'épargne de millions de gens. Ils ne sont que les gérants. Voilà, ils se définissent comme un fiduciaire. Ils agissent pour le compte de leurs clients. Ils exécutent un mandat. Point. D'accord, ils ne possèdent pas l'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de pouvoir. L'influence, elle est bien réelle, non? Absolument. Et le vrai pouvoir, le plus tangible, c'est le vote par procuration. Le proxy voting. Expliquez-nous. En tant que gros actionnaire de quasiment toutes les grandes entreprises du monde, Apple, Microsoft, Total Energies, LVMH, ils ont le droit de voter en leur nom aux assemblées générales. Et ils votent sur des sujets Cruciaux. La stratégie de l'entreprise, la paix des dirigeants, les plans climat. C'est là que se trouve leur influence la plus directe. Et face aux critiques sur cette concentration de pouvoir, ils ont commencé à réagir, il me semble. C'est juste, la pression est devenue si forte qu'ils ont lancé une initiative Voting Choice. Le choix de vote. En gros, ça permet à leurs plus gros clients, comme les fonds de pension, de reprendre la main et de voter directement eux-mêmes. C'est une manière habile de dire « Vous nous accusez d'avoir trop de pouvoir, reprenez-le ». C'est un peu ça. Pour l'instant, ça ne concerne qu'une partie de leurs actifs, mais le mouvement est lancé. L'autre grande controverse, c'est le climat. D'un côté, on a Larry Fink qui, dans ses fameuses lettres annuelles au PDG, se pose en champion du capitalisme responsable. Il martèle que le risque climatique est un risque d'investissement. Il pousse pour les critères ESG. Environnementaux, sociaux et de gouvernance. Oui, et il faut reconnaître qu'ils ont fait bouger les lignes. Ils ont rejoint des initiatives comme Climate Action 100+, pour faire pression sur les gros pollueurs. Le discours est très clair. Pourtant, de l'autre côté, les ONG environnementales publient des rapports qui montrent que BlackRock reste un des plus gros investisseurs mondiaux dans les énergies fossiles. Y compris le charbon. Comment on explique cette contradiction? C'est de l'hypocrisie, hein. C'est toute l'ambiguïté de leur position. D'une part, comme ils gèrent beaucoup d'ETF, ils investissent mécaniquement dans les entreprises des grands indices, donc dans les majors pétrolières. Ils ne peuvent pas juste les exclure. Leur argument, c'est de dire « on reste actionnaire pour les pousser à changer de l'intérieur ». Mais le point le plus révélateur, c'est quand ils ont quitté l'alliance climatique Net Zero Asset Managers, en janvier 2025. Ah oui, ça a fait beaucoup de bruit. Pourquoi ce retrait? La raison officielle, c'est la pression politique énorme aux États-Unis. Des États républicains les accusent de boycotter les énergies fossiles et les menacent de leur retirer des milliards. Ils parlent de capitalisme woke. C'est ça. Non, BlackRock est pris en tenaille, critiqué en Europe pour ne pas en faire assez et attaqué aux États-Unis pour en faire trop. Ce retrait montre bien que leurs actions sont aussi dictées par la politique et le commerce. C'est beaucoup plus complexe qu'un simple pour ou contre le climat. Beaucoup plus. Alors, après tout ça, si on regarde la situation début 2026, les chiffres de 2025 sont ahurissants. C'est le mot.
On a parlé des 14 000 milliards sous gestion, mais la dynamique est peut-être encore plus folle. En 2025, ils ont collecté 698 milliards de dollars de nouveaux actifs. C'est un record. En une seule année, des clients leur ont confié l'équivalent de 2 fois le PIB de l'Afrique du Sud. C'est pour donner une échelle. Le chiffre d'affaires a bondi de 19%. Donc, malgré toutes les polémiques, l'argent continue d'affluer. Massivement. Ce que ça nous dit, c'est que la machine non seulement continue de tourner, mais elle accélère. Pour les clients, la taille, la performance et la puissance d'Aladin l'emportent sur les controverses. Et il y regarde déjà vers l'avenir. Toujours. Dans son dernier rapport, Larry Fink parle déjà des prochains relais de croissance. Les actifs non cotés, les infrastructures, les actifs numériques, la tokenisation. On l'a vu avec le rachat de Global Infrastructure Partners en 2024. Pour 12,5 milliards de dollars, oui. La stratégie est toujours la même. Identifier les grandes tendances de fond et utiliser leur taille pour devenir un acteur incontournable. Pour résumer, on a donc un colosse né d'une obsession pour le risque. Bâti sur une technologie, Aladin, et des acquisitions audacieuses, souvent en pleine crise. Une entité dont l'influence est aujourd'hui aussi scrutée que sa performance financière. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène à une dernière question. Une pensée pour la suite. Je vous écoute. BlackRock, on l'a dit, se défend de toute ambition politique. Il se présente comme un simple fiduciaire. Un gérant au service de ses clients. Exactement. Mais quand ce même acteur conseille les gouvernements, gère l'épargne de millions de gens, possède une part de toutes les grandes entreprises et peut orienter leur stratégie par ses votes, la frontière devient très floue. Où s'arrête la gérance et où commence la gouvernance? C'est la question vertigineuse et probablement sans réponse simple que pose l'existence d'une entité de cette taille. Tu n'es pas encore abonné?